Alors là-dessus, je veux vous présenter une petite animation sur un skatepark qui illustre superbement bien là, les transformations d'énergie. Je vais mettre le lien de cette simulation-là dans la description de la vidéo. Fait que je vous invite à aller l'expérimenter par vous-même. Donc, on va cliquer ici. Alors, ça nous amène ici. On a comme 3 jeux possibles. En passant, ça, vous pouvez le faire même sur appareil mobile. On a un premier jeu d'introduction. On peut commencer avec ça. Donc, ça, c'est le cas simple. Donc, dans cette situation-là, on a... Ici, vous avez, dans le fond, la piste de skate en U. Vous avez la skateuse ici. Et ça, c'est une situation où est-ce qu'il n'y a pas de frottement. Alors là, on va placer la skateuse en haut ici et on va la lâcher. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, si on considère qu'il n'y a pas de frottement, ce qui est une situation, bien sûr, théorique, là, et bien sûr, il faudrait qu'il n'y ait aucune résistance de l'air, donc on imagine qu'il est dans le vide, somehow. Alors, ce qui se produit, c'est que, c'est à ça qu'on s'attend, c'est qu'elle va comme osciller d'un bout à l'autre, comme à l'infini, en fait, dû au fait qu'il n'y a pas de frottement. Maintenant, voyons ce qui va se produire au niveau de ces énergies. Alors, dans le diagramme circulaire que vous avez ici, vous avez en vert, ça représente la proportion d'énergie cinétique qu'elle a, et en bleu, c'est l'énergie potentielle. Donc, en haut complètement, ici, elle a juste de l'énergie potentielle gravitationnelle. Elle n'a pas d'énergie cinétique parce que temporairement, elle est immobile ici en haut. Ensuite, plus elle descend, plus elle gagne de l'énergie cinétique, plus elle perd de l'énergie potentielle. Ici, il n'y a pas de perte en énergie calorifique. Comme ça. Donc, je vais me mettre au ralenti pour qu'on puisse un peu mieux voir. Fait que c'est une conversion perpétuelle d'une forme à l'autre. Et lorsqu'elle atteint le point le plus bas, elle a seulement de l'énergie cinétique. On peut le visionner aussi par un histogramme, qui est une autre manière de le visualiser. Donc, au départ, ici, on a maximum d'énergie potentielle, aucune énergie cinétique. Ici, en bas, on a juste d'énergie cinétique, aucune énergie potentielle, et ça continue comme ça. Donc, on transfère d'une énergie à l'autre constamment. En bas, ici, on a juste d'énergie cinétique, puis aucune énergie potentielle, etc. Donc, il faut voir ça comme un transfert d'eau d'un vase à un autre. C'est comme, il n'y a pas de perte d'eau. C'est juste, on transfère de l'eau. Là, toute l'eau est dans le vase, énergie potentielle. Là, on transfère progressivement. Là, toute l'eau est dans le vase, énergie cinétique. Et inversement. Fait qu'on, c'est comme transférer de l'eau d'un vase à un autre. Mais la quantité totale d'eau qu'on a demeure constante. Ça, c'est l'énergie totale ici, qu'on appelle l'énergie mécanique de la skateuse. Fait que son énergie mécanique au total reste toujours la même chose. Si vous additionnez ces deux-là ensemble, ça donne toujours ça. Vous voyez, ça change pas. Pour le fun, on va regarder ce qui se passe maintenant si on diminue sa masse. Okay? Donc, on imagine qu'elle est plus petite comme ça, elle a moins de masse. Et là, qu'est-ce que ça va changer? Ben, la première chose qu'on observe, c'est que ça a changé les quantités d'énergie. Donc, elle a moins d'énergie qu'elle en avait au départ, quand elle était plus massive. Maintenant, est-ce que ça change la vitesse qu'elle atteint en bas? On va regarder. On va afficher, ça c'est un cadran de vitesse, ici. Alors, quand elle est en haut complètement, sa vitesse est nulle, ici. Et là, sa vitesse va progressivement augmenter jusqu'à atteindre un maximum ici. Donc, la vitesse atteint un maximum et ensuite, elle commence à décroître. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on augmente sa masse? Alors, ses énergies augmentent, mais la vitesse maximale qui va être atteinte par la skateuse demeure en fait la même. Donc, ça ne change rien là-dessus. Alors ça, c'est un peu comme on avait dit avec les chutes libres. Même sur un objet qui est beaucoup plus lourd qu'un autre, en l'absence de résistance de l'air, ça n'a aucune importance. Tous les objets vont avoir la même accélération. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a du frottement? Fait que là, je vais cliquer ici, frottement.
Là, c'est la même situation, mais cette fois-ci, on rajoute du frottement. Ça, c'est une situation qui est plus réaliste. Et là, on voit, bon, ça, c'est ce qu'on verrait de manière plus réaliste là, pour une personne qui est sur une piste de skate, c'est qu'elle perdrait de la vitesse progressivement. Elle perd de l'énergie due au frottement. Voyons ce qui se passe avec le diagramme circulaire. Donc, ici, au départ, elle a juste de l'énergie potentielle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à elle perd constamment de l'énergie. Et ça, c'est celle qui est illustrée en rouge, de l'énergie calorifique ou de l'énergie thermique due au frottement, là, principalement entre ces roulettes et à l'intérieur même des roulettes et entre les roulettes et la piste. On peut l'afficher aussi avec un histogramme, si vous préférez. Donc, au départ, on a juste l'énergie potentielle, on laisse aller. Et là, on voit que elle perd beaucoup d'énergie calorifique, principalement quand elle atteint la zone de revirage ici en bas. Éventuellement, vous voyez qu'il y a encore un transfert, mais elle a de moins en moins d'énergie mécanique jusqu'à temps qu'elle n'en ait plus du tout. Et là, toute l'énergie a été dissipée en chaleur. Le troisième jeu ici s'appelle arrière-plan de la piste. Vous pouvez vous amuser à créer des pistes comme vous voulez. Donc, on ajoute des segments comme ça, par exemple. Et là, je peux les faire comme je veux. Et là, je peux aller laisser la skateuse pour voir ce qui se produit. Ça, c'est une situation qui n'est pas tout à fait réaliste parce que c'est une situation où est-ce que le skate collerait sur la piste. Là. En pratique, c'est pas vraiment ça qui va se produire, à moins que son skate soit vraiment sur un espèce de rail là, qui est forcé de suivre la piste. Mais concrètement, sur un skate, le skate n'est pas collé sur la piste. Là, fait que ce qui va se produire, on peut changer ce mode-là ici avec ce bouton-là qui est ici. Fait que ça va permettre au skate de pouvoir se décoller de la piste, qui est un comportement plus réaliste. Alors là, dans le fond, c'est qu'elle va jumper ici. Fait que je vous invite de jouer avec ça, jouer avec cette application-là pour vraiment comprendre là, comment ça fonctionne, le transfert d'énergie. Alors, l'idée, en fait, ce qu'on a vu, c'est que quand on néglige le frottement, on a un perpétuel transfert en énergie potentielle et cinétique, mais il n'y a pas de perte. Donc, l'énergie mécanique au total demeure toujours la même. Donc, sous forme d'équation, on pourrait écrire ça de la manière suivante. L'énergie mécanique qu'on a initialement est égale à l'énergie mécanique qu'on a au final. En passant, c'est quoi l'état initial, c'est quoi l'état final? C'est arbitraire, c'est vous qui décidez. La seule chose qui compte, c'est que l'instant initial, évidemment, il doit précéder l'instant final. Mais après ça, c'est vous qui décidez c'est quoi l'instant initial puis c'est quoi l'instant final. Dépendamment de ce que vous cherchez et des informations qui sont à votre disposition. Donc, en l'absence de frottement, ou on va dire en l'absence de force non conservative, on a une conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, elle demeure toujours constante. Elle est conservée, elle demeure toujours égale, autrement dit. C'est ça qu'on a vu ici. Elle est conservée. Elle demeure toujours, au final, elle demeure toujours égale. Maintenant, on peut prendre cette équation-là, puis on peut la rendre plus explicite. Parce que l'énergie mécanique, on a vu, c'est l'énergie que possède un objet en vertu de sa position et de son mouvement. Fait que c'est, en fait, son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Donc, son énergie mécanique initiale, mais dans le fond, je pourrais dire, c'est son énergie cinétique initiale plus son énergie potentielle initiale. Puis de l'autre côté, ben, son énergie mécanique finale, c'est son énergie cinétique finale plus son énergie potentielle finale. Fait que dans le fond, ces deux termes-là ensemble, ça représente l'énergie mécanique initiale, puis ces deux termes-là ensemble, ça représente l'énergie mécanique finale. Fait qu'au total, on peut transvider de l'énergie d'un vase à un autre, mais au total, la quantité d'eau reste toujours la même, si on veut faire une analogie. La quantité d'énergie demeure toujours pareille. Maintenant, ça, c'est vraiment important de noter que c'est seulement si les travaux non conservatifs sont nuls. C'est quoi qu'on entend par travaux non conservatifs? Ça veut dire une influence extérieure, dans le fond. Une influence qui n'est pas la gravité, en fait.
Donc c'est comme de dire toute autre force qui n'est pas la gravité, autrement dit, et qui influence le mouvement de l'objet. Donc exemple de force non conservative, c'est le frottement par exemple, la résistance de l'air, ou le frottement qu'on aurait entre les roulettes du skate, à l'intérieur même des roulettes de skate, et ou entre les roulettes de skate et la piste. Alors ça, ce sont des forces non conservatives parce que ça fait perdre de l'énergie mécanique à la skateuse, comme on avait vu ici. Donc au départ, elle a une quantité maximale d'énergie et elle la perd progressivement. Un autre exemple de travail non conservatif, ça serait un autre exemple. Oubliez pas, le travail non conservatif, c'est comme une influence extérieure sur l'objet qui vient altérer son mouvement. Mais ça pourrait être aussi carrément simplement quelqu'un qui pousse la skateuse. Imaginez que quelque part sur la piste, il y a quelqu'un qui est là, ou par exemple ici en haut, quand elle arrive ici, hop, il la pousse. Ben ça serait une influence extérieure. Ça serait un travail non conservatif qui lui... Donc, en la poussant, il lui donnerait de l'énergie mécanique dans ce cas-ci. Donc, cette égalité-là que j'ai écrit, c'est seulement c'est seulement valide s'il n'y a pas d'influence extérieure comme ça. Il n'y a pas de travaux non conservatifs. Fait que, je vais faire une formulation qui est plus générale, dans le fond. Fait que je vais reprendre la formulation ici. Alors, comment prendre cette formulation et la rendre plus générale, c'est-à-dire que la formule soit applicable même s'il y a un travail non conservatif? Ben, c'est simple. C'est qu'on va juste rajouter un terme ici à gauche. Donc, aux énergies potentielles et cinétiques initiales, on va rajouter plus travail non conservatif. Donc, autrement dit, l'énergie totale mécanique qu'on a au départ, plus les énergies non conservatives qui sont données à l'objet, vont nous donner l'énergie finale qu'on a. Donc, cette formulation-là, je la préfère parce qu'elle est vraiment générale. Alors que la formulation que vous avez ici, c'est une formulation qui n'est pas générale, justement, parce qu'elle est seulement applicable si le travail non conservatif est nul. Ici, ils disent lorsque les forces de frottement sont négligeables. Mais en fait, c'est pas juste les forces de frottement qui doivent être nulles. C'est toutes les forces non conservatives. Comme par exemple, justement, quelqu'un qui pousse. Il faut pas... s'il y a quelqu'un qui pousse sur la skateuse, par exemple, ben ça s'applique pas. Alors qu'en rajoutant le travail des forces non conservatives ici, ça devient général. Ça fonctionne dans toutes les situations. Donc, je vous invite à rajouter ici, peut-être dans le cahier, juste en marge ou juste en dessous, cette formule-là qui est plus générale, en rajoutant le plus WNC du côté gauche de l'équation.